Bonjour tout le monde, au programme d'aujourd'hui, Entre les lignes avec Marianne Gabriel et Anne-Vilhelmine Zicherman qui nous emmènent dans un polar historique lorrain avec Le souper de Lafayette, suivi de deux séries que vous avez beaucoup appréciées, Mémoire ferroviaire et La centrale électrique de Grossbliederstroff. Je vous laisse découvrir votre programme, à demain. Issue d'une lignée de 3 générations de vétérinaires, Anne-Vilhelmine Zicherman a rompu avec la tradition en devenant gynécologue. Mais c'est la comtesse de Ségur qui lui a donné le goût de l'écriture et elle s'est jurée qu'elle aussi inventerait des histoires. Le temps est venu où elle peut se livrer à ses passions, la radio, elle est chroniqueuse depuis 16 ans à Radio Jéricho, et l'écriture. Après Guet-apens rue des Juifs et L'argent des farines, voici son 3e roman, Le souper de Lafayette, où nous retrouvons une nouvelle enquête d'Augustin Duroc, artiste vétérinaire à Metz au XVIIIe siècle. Bonjour à tous et bienvenue Entre les lignes. Bonjour Anne-Vilhelmine Zicherman. Bonjour Marianne. Alors l'originalité du roman et des précédents repose sur la dualité du héros. Augustin Duroc est artiste vétérinaire et en même temps il intervient dans des enquêtes à la demande de la police. Oui, alors il est artiste vétérinaire, il faut quand même faire un petit point d'arrêt sur ce mot. On a nommé les vétérinaires artistes vétérinaires jusqu'à la fin du 19e siècle. C'était le nom qu'on leur donnait parce qu'on considérait que la médecine était un art. Et bon, j'ai bien sûr inventé le fait que l'intendant Calonne confie à Augustin Duroc des missions de recherche, profitant du fait qu'il a la possibilité de s'infiltrer dans tous les milieux, qu'il va voir les paysans, on le voit dans L'argent des farines, il va dans les paysans, il pose des questions, il fait sa petite enquête, et puis peu à peu, il conquiert la confiance de l'intendant qui lui en demande de plus en plus, et qui le rétribue en conséquence. Et comment vous est venue cette idée de faire intervenir un artiste vétérinaire ? Eh bien, je m'étais promis il y a une dizaine d'années qu'un jour je mettrais en scène un vétérinaire parce que j'avais perçu que mon père était déçu qu'aucun de ses 5 enfants n'ait repris le flambeau. Et donc un jour je lui ai dit, tu sais, si je pense que j'écrirai un jour un roman qui mettra en scène un vétérinaire. C'était une manière à la fois de rendre hommage à la famille, parce qu'il y en a eu 5 quand même dans la famille avant. Mon père était le dernier, et puis une façon de réparer cette déception qu'il avait eue. Alors cet artiste vétérinaire, finalement Augustin Duroc, on a l'impression que c'est l'expert du XVIIIe siècle. Est-ce qu'il incarne un peu le début de la police scientifique ? Alors déjà, le mot expert, il incarne, à lui tout seul, je trouve, il incarne les Lumières en ce sens qu'il exerce une profession qui est toute nouvelle puisque les vétérinaires sont apparus au XVIIIe siècle, inventés par les Français. La première école vétérinaire est née à Lyon en 1762 et que... Il a affaire aux soigneurs traditionnels qu'on appelle les empiriques. Alors ça, je l'ai mis en scène dans le premier volume, dans Guet-apens rue des Juifs. On le voit aux prises avec les empiriques qui lui en veulent d'arriver là, presque en terrain conquis, de leur prendre le meilleur de la clientèle éclairée, la bourgeoisie, les aristocrates. Et eux, ils travaillaient d'une manière très traditionnelle, se transmettant de génération en génération un savoir plutôt teinté de magie et de sorcellerie que d'un véritable savoir. Alors l'enquête se déroule au XVIIIe siècle, oui. On l'a vu, et sur le plan international, l'Amérique, elle est entrée dans une guerre d'indépendance, et en France, bien sûr, c'est le siècle des Lumières, et il existe un fort désir de liberté qu'incarne le marquis de Lafayette. Oui. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est lors d'un souper, on apprend l'assassinat d'une prostituée. Et cet événement risque finalement de causer un problème politique. Oui, alors donc l'événement central de mon roman, c'est donc le souper du 8 août 1775, qui a vraiment existé, qui a été donné en l'honneur du duc de Gloucester, qui était le frère du roi d'Angleterre. Et donc ce souper est organisé par le comte de Broglie au palais du gouvernement, et il avait invité
toutes les huiles locales, dont Lafayette, qui était le représentant d'une grande famille auvergnate et qui était marié avec une Noailles. Donc c'était quand même un personnage important, bien que très jeune. Et là, il entend parler le duc de Gloucester qui ne partage pas les idées du roi d'Angleterre, George III, à propos de l'attitude à avoir vis-à-vis des insurgents d'Amérique. Et donc la tablée se passionne pour cette discussion, et Lafayette en particulier, lui qui était déjà ouvert aux idées des Lumières, qui proclamait la nostalgie d'une société nouvelle où ce n'est plus la naissance mais le mérite qui ferait émerger des personnalités nouvelles. Et donc Lafayette se passionne pour cette idée de l'Amérique, et apparemment, c'est là qu'il décide qu'un jour, il ira porter secours aux insurgents. Mais alors, il est très jeune et le comte de Broglie tente de le limiter en lui disant « Mais enfin, votre père est déjà mort dans mes bras, alors que vous étiez âgé d'à peine 2 ans, vous devez vous protéger, protéger votre famille, je ne veux pas que le même sort vous arrive. » Alors le livre est vraiment conduit comme un thriller, c'est aussi un roman d'espionnage. Oui, donc là, j'ai placé, évidemment, ça c'est une invention, l'assassinat d'une prostituée juste à côté du palais du gouverneur dans la citadelle. Et c'est là qu'entre en scène Augustin Duroc. Alors, pour le faire rencontrer Lafayette, eh bien, c'est par le biais de son cheval, puisque Lafayette est censé posséder des chevaux qui sont au palais du gouverneur où il y avait des écuries, et on appelle Augustin Duroc en pleine nuit parce que le cheval préféré de Lafayette se porte mal. Et donc, dans la foulée, on l'appelle pour aller examiner le corps d'une prostituée trouvée dans la citadelle. Alors, mais c'est une ville de garnison, et qui dit ville de garnison dit aussi afflux de prostituées. Oui, c'était quand même la plus grosse place forte du royaume, comme l'avait dit Vauban à Louis XIV au siècle précédent. Et donc, plus il y avait de soldats, plus il y avait de prostituées. Les soldats sont des hommes seuls, et ils ont des besoins, donc ça entraînait un afflux de prostituées de toute région. Il y avait des prostituées qui venaient de toutes les régions, de Bretagne. J'avais fait un petit travail historique il y a plusieurs années à ce sujet-là. Donc elles venaient vraiment de toutes les régions possibles. Et on les tolérait et en même temps on les poursuivait. Donc quand il y en avait trop, on faisait des rafles et puis on les jugeait sommairement. Celles qui étaient prises sur la voie publique en train de racoler allaient au tribunal de police, et puis elles étaient... Il existait un endroit d'ailleurs où on les cantonnait, si je puis m'exprimer ainsi, à Metz. Oui, bien sûr, oui. Elles étaient au violon de l'hôtel de ville pendant la nuit, et puis ensuite elles comparaissaient devant le tribunal de police. Tout ça, ça allait très vite, et puis elles étaient condamnées au bannissement. C'était la peine la plus légère, parce que comme il n'y avait pas de contrôle, on les retrouvait dans les murs de la cité aussi rapidement. Et puis aussi, elles étaient condamnées à des amendes diverses à verser aux institutions charitables de la ville. Et donc là, j'ai mis en scène une rafle de prostituées, puisque le comte, enfin ça c'était, je l'avais trouvé dans une des biographies de Lafayette, le comte de Broglie avait organisé cette rafle pour nettoyer un peu les rues de la pourriture, il avait dit, de la pourriture qui s'étalait sous les fenêtres du beau monde. Alors, mais Metz, c'est aussi une ville de pratiques religieuses, alors écoutez. Alors il s'agit de la procession du 15 août. La fin de la procession atteignait la place du Carteau, quand Toinette poussa un cri qu'elle étouffa aussitôt. L'homme dans son dos lui avait saisi la taille et l'entraînait hors du cortège, en prenant à gauche dans la rue de la Fontaine. Elle n'osa pas protester, de peur d'attirer l'attention sur elle. Se pouvait-il qu'un client désirât profiter de ses services en ce jour de la fête de la Sainte Vierge ? Quelques récriminations se chuchotaient alentour. Toinette jeta des yeux suppliants à l'une de ses compagnes qui s'était aperçue du manège de l'homme. Celle-ci eut une mimique d'impuissance et poursuivit dans le sens de la marche. Elle nota que le visage de l'homme ne lui était pas inconnu. « Viens donc, ma belle » lui susurrait l'homme à l'oreille. « Et surtout ne proteste pas. De toute façon, en ce saint jour, aucun bon chrétien ne se compromettrait à défendre une pierreuse comme toi. Tu es à moi, rien qu'à moi. » Il l'embrassait dans le cou et l'entraîna en direction de chez elle. On se rend compte que la procession du 15 août est un événement majeur. Ah oui, c'était une fête nationale depuis le XVIIe siècle, depuis Louis XIII, qui avait
vouer la France à la Sainte Vierge. Et donc, tous les ans, cette fête était obligatoire, chômée obligatoire, et les gens se devaient d'aller aux offices. D'ailleurs, il y avait une pression sociale quand même assez importante qui fait que les voisins surveillaient qui allait, qui n'allait pas. Et ça a perduré quand même jusqu'au début du XXe siècle. Ça réunit tous les nobles aussi de la cité. Oui. Tout le monde est présent à cette procession du 15 août. Oui. Et Metz est également une ville où existe une forte communauté juive. Oui, la communauté juive de Metz est très particulière en ce sens que c'était la seule au XVIIIe siècle qui avait l'autorisation de résider en ville, puisqu'il y avait une grosse communauté juive en Alsace, par exemple, et les juifs alsaciens étaient obligés de quitter Strasbourg avant le coucher du soleil, alors qu'à Metz, ils étaient autorisés depuis le XVIe siècle à rester en ville. Enfin, d'abord, il y a eu 4 familles, puis il y en avait 400 au XVIIIe siècle. Et donc, ils avaient cette autorisation-là pour service rendu à la royauté. Alors, c'est vrai que dans votre livre, on découvre vraiment le Metz du XVIIIe siècle, mais il faut savoir aussi que il me semble que le marquis de Lafayette était franc-maçon, et vous parlez aussi de la franc-maçonnerie. Oui, tous les officiers, pratiquement tous les officiers étaient francs-maçons. Il aurait même été initié à la franc-maçonnerie à Metz. Alors, j'ai un plus ou moins... En fait, on a une incertitude, on ne sait pas s'il a été initié à Paris, dans la loge de la Candeur, ou bien si c'était à Metz. Quand j'ai visité son château natal en Auvergne, le château de Chavagnac, il n'y avait pas non plus de certitude affirmée à ce sujet. Donc, j'ai pris celle qui m'arrangeait. Voilà, donc est-ce qu'il y aura un prochain roman, la suite des aventures d'Augustin Durand ? Je suis en cours d'écriture du 4e. Du 4e et toujours au siècle des Lumières, oui. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup Anne Villemain-Sischermann d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre Le souper de Lafayette est publié aux éditions du Quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt entre les lignes. La nature du projet était d'installer une centrale électrique, quoi, et de pouvoir brûler, c'était ça l'essentiel, de pouvoir brûler les combustibles qui n'étaient pas commerciables aux houillères. À l'époque, la France était au tapis, et il fallait absolument, trouver des ressources et de quoi pour remonter le pays, quoi. Alors il fallait l'électricité à l'époque. D'ailleurs, les houillères, eux, ils avaient fait une campagne extrême pour recruter de la main-d'œuvre et ils allaient aussi déjà à l'époque en Afrique du Nord et partout. Ils ont pris les gens où ils pouvaient en trouver, quoi. C'était des emplois sûrs et bien rémunérés. C'était le premier employeur et le premier contribuable de la commune. C'était la centrale la plus moderne d'Europe, sur papier, en 1947. En 1949, ils ont commencé. En 1954, on a mis le premier groupe au réseau. Il y a eu un contrat entre les Charbonnages de France et EDF. Il fallait répondre à leurs besoins. Ça, c'était primordial. Même si on était à l'arrêt, si eux, ils n'avaient pas de besoin, nous, on était payés pour la puissance installée. Et lorsque les besoins de la centrale étaient néants, eux, ils chargeaient les produits commerciaux qu'ils aient déchargés chez nous au port. Le port, lui, il chargeait les commerciaux sur les bateaux qui partaient vers Sarralbe ou vers Dombasle ou même en Allemagne. Et ils ont profité du téléphérique pour ramener les produits commerciaux ici. Chaque wagonnet chargeait 2 tonnes. Il y avait toujours 4 ingénieurs, une 60aine d'étames et le reste c'était des ouvriers. Au départ de la centrale, il n'y avait que des Bretons. Et le chef qu'on avait à l'époque, c'était un officier marin, la marine, et il a recruté en Bretagne ses agents. Lui, il partait du principe que la centrale
était, disons, devait se conduire comme un bateau. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu la chaufferie, les machines, c'est-à-dire les turbines, le service électrique et le service technique. On tournait 7 sur 7. Il y avait 5 équipes qui tournaient, pause du matin, pause d'après-midi, pause de nuit. Ensuite, il y avait la petite semaine et la grande semaine. La petite semaine, elle était là pour remplacer les repos pris par les gens qui tournaient. Ils faisaient 8 heures par jour, par 3. C'était les 24 heures. Et ils tournaient. Matin, après-midi, nuit. Au point de vue, disons, santé, c'était pas tellement agréable et normal et disons, ça ne découlait pas de source. Il y avait des gens qui occupaient des postes qui étaient très, très désagréables et salissants. C'était surtout près des broyeurs et des dépoussiéreurs. Il y avait énormément de poussière et énormément de bruit. Ceux qui étaient tableautistes, c'était tous des hommes de métier. Ils n'avaient pratiquement rien à faire que de diriger les différentes manœuvres pour allumer une chaudière, pour éteindre ou pour forcer les broyeurs. On avait presque tous les métiers qui travaillaient, des métiers d'entretien. Il y avait des soudeurs haute pression. Il y avait 4 sortes de soudeurs déjà. Il y avait des mécaniciens, il y avait des électromécaniciens, des électriciens. Il y avait un chauffagiste, on avait un fumiste. On était très bien lotis parce que notre personnel était recruté du secteur. Et à l'époque, il y avait énormément qui avaient fréquenté le collège technique à Sarreguemines. Ça a quand même fondamentalement changé le paysage. Lorsqu'on voit l'ensemble des photos et puis quand on a vu le site en réalité, c'est quand même un monument qui a été construit aux abords de la commune, alors qu'auparavant c'était que de la nature. Du fait de la présence de cette centrale, Groß-Biedersdorf a été connu et c'est la raison pour laquelle cet éclair a été inclus dans le blason de la commune, donc il représente l'électricité. Les gens effectivement étaient fiers de leur centrale. Beaucoup de Plitariens travaillaient dans cette centrale. Même des personnes qui travaillaient dans des entreprises extérieures qui ont construit la centrale sont restés à Großbli. Certains ont trouvé une épouse. Du point de vue retombée économique, il faut savoir déjà que pour la construction, c'était une entreprise locale, Dietsch & Compagnie, qui a construit une bonne partie de cette centrale. Ensuite, pendant la construction, il y a évidemment des petits commerces, des choses qui se sont installées autour. Ensuite, les retombées pour la commune, qui étaient quand même à l'époque entre 7 et 8 millions de francs. Alors après, les relations avec les Allemands, c'est sûr qu'eux, n'ayant, je dirais, aucune retombée économique chez eux, la centrale, c'était un Dreckschleuder, comme ils disaient. Parce que bon, c'est vrai que les vents souvent étaient dominants vers là-bas, et donc, pour certaines périodes, ils encaissaient les fumées. Personne n'était contre. Nous ne savions pas ce que ça allait devenir. Nous n'avions pas de renseignements. Et puis nous étions les perdants. Nous ne pouvions pas manifester contre. Il y avait cependant un très bon travail en commun pour la construction. Ça a duré 5 ans et Français et Allemands se sont entraidés. Il y avait beaucoup d'ingénieurs allemands qui ont vécu à Klein-Bittersdorf. L'usine a atteint sa pleine capacité de fonctionnement en 1954.
Das war ein Zeitraum, bei dem gab es 5 große Schornsteine. Il y avait à cette époque 5 grandes cheminées en métal sur le haut de la centrale. Gebäude der Zentrale. Man hat in Deutschland schon sich viele Gedanken gemacht. Ça a causé beaucoup de soucis côté allemand, notamment à propos des filtres. Und das war das große Problem auf der französischen Seite zu sagen, baut Filter. C'était le problème, demander aux Français de construire des filtres. Aber auch andererseits das große Problem. L'autre gros problème côté allemand, les filtres avaient une structure en amiante, Der Basis von Asbest waren, was nochmal ce qui a encore occasionné la distance entre nous. Cette période, avec les cheminées en fonctionnement, a été catastrophique, parce que la centrale envoyait tant de cendres qu'il ne fallait pas se promener dans la rue. Le trottoir en était toujours plein. « 13 janvier 1990. À la surprise générale, le monstre de 2300 tonnes ne tombe pas, mais penche dangereusement vers la route nationale. Il y a eu un incident, la cheminée n'a pas pris son angle d'inclinaison et ne s'est donc pas couchée, mais les conditions de sécurité sont réunies pour que nous recommencions le tir demain. Énorme éclat de rire pour quelques-uns. Depuis la tour de Pise, on n'avait pas fait mieux. La fin de la centrale tourne au tragicomique. C'est un moment douloureux pour le maire de Groß-Biederstorf. On dirait bien qu'elle ne veut pas mourir, cette centrale. Elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas mourir dans le cœur des Blittariens qui ont vu en elle une source de travail pendant plus de 30 ans, avant qu'elle ne devienne une menace pour la population locale. Ce 7 mars 1990, une demi-tonne d'explosifs viennent à bout du bâtiment principal qui aurait pu devenir une très importante usine d'incinération de déchets baptisée ESIS. Un monstre capable d'engloutir 450 000 tonnes de déchets par an, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus qu'un incinérateur récent. Pour les Sarrois frontaliers, ce projet, c'était la double peine. Des élus se mobilisent, et notamment Robert Genron, le maire de Klein-Bittersdorf, qui a un projet fou. Racheter la centrale, la supprimer, enterrer le projet ESIS et créer à cet endroit d'autres emplois. Un mouvement citoyen, puis associatif prend forme et finit par dépasser la frontière, mobilisant des milliers de personnes et des élus français. Le combat, initié par Robert Genron, finit par payer. La collecte de fonds lancée côté allemand réunira au final 3,2 millions de Deutschmark, de quoi racheter puis démolir l'édifice. En prime, une entreprise allemande viendra s'installer à la frontière, côté français. C'est finalement ZF qui prend place, créant 250 emplois à Groß-Biederstorf. Il y en a près de 400 actuellement, sous l'œil de Robert Genron, âgé de 90 ans. Je n'étais pas cheminot moi-même, mais j'étais fils et frère de cheminot. Donc j'ai assisté à toutes ces discussions techniques et autres. Du temps du Kaiser, donc avant 1918, les mécaniciens de route qui étaient donc ses supérieurs à lui, à mon père, eh bien, ils venaient en chemise blanche. C'était des gens qui venaient, ah oui. C'était pas, et ils étaient conscients d'une certaine responsabilité, parce que à l'époque, le chemin de fer, c'était le seul moyen de transporter un tas de choses, notamment les troupes.
Je pense qu'il y avait une certaine cohésion et une certaine amitié entre les roulants, hein, je les appellerai ainsi, parce qu'il fallait une confiance absolue entre le mécanicien, donc celui qui était le patron de la locomotive, et son chauffeur, qui devait lui aussi surveiller certaines choses à l'intérieur de la locomotive. Il n'était pas là uniquement pour chauffer la chaudière. Il avait aussi des responsabilités au niveau du niveau d'eau, au niveau d'un certain nombre de choses, de certains signaux et ainsi de suite, et surtout au niveau du graissage. Il n'y avait pas à l'époque dans ces locomotives de roulement à billes ou de roulement à aiguille ou toutes ces solutions modernes que nous avons aujourd'hui. C'était compliqué tout ça. Et ça, c'était essentiellement, au fond, un peu à la charge du chauffeur qui devait venir 1 ou 2 heures avant le départ et qui devait s'occuper de tout ça. Et quand ça n'était pas bien soigné, la panne était assurée. Et alors, c'était la panne de leur locomotive. C'était pas une panne quelconque, c'était la panne de leur locomotive. Pour eux, c'était une fierté. Avec leur montre à gousset, plouf, on partait à l'heure pile et on arrivait à l'heure pile. Hop là. Pour aller en ville, par exemple, on prenait le train. Il y avait 7-8 trains par jour, donc ça ne posait aucun problème. En général, nous partions en début d'après-midi de Wostwiller avec les cars Young ou les Rapides de Lorraine. Nous arrivions à Sarreguemines vers 2h30, mais le premier train pour Vitrain ou en direction de Strasbourg ne partait que vers 4h, 4h15. Nous disposions donc de 1h30 à 2h pour nous promener, essentiellement pour tourner le carré, lécher les vitrines des magasins de jouets Félix et Sibylle. Avant, si nous étions sages, nous avions droit, avant notre départ, à une pâtisserie et un chocolat chez Handel. Quand on sortait de la gare de Sarreguemines, c'était une très jolie perspective parce qu'il y avait ce parc. À l'entrée de la place Sibylle, on pouvait apercevoir en été un marchand de glace, placé juste devant un kiosque à journaux, et en hiver, il était remplacé par un marchand de marrons chauds et de cacahuètes. Mais l'odeur du marchand de cacahuètes et des marrons disputait l'odeur d'un édicule fabriqué en tôle verte, avec son odeur très désagréable que ne fréquentaient que les messieurs. C'était une très jolie perspective parce qu'il y avait ce parc, et même le soir, c'était illuminé. Il y avait le palais de justice, il y avait le magasin Colin, qui avait de la très belle vaisselle, qui était un très beau magasin. À côté, il y avait un très beau magasin de chaussures qui s'appelait Wagner. On était happé par la ville. C'était la vraie ville. Il s'est passé quelque chose de drôle. C'est-à-dire que cette fameuse BB 15003, baptisée Sarreguemines, baptême auquel j'ai assisté en 1983, en tant que jeune agent en gare de Sarreguemines, il se trouve que le premier train électrique que je fais sur un train grande ligne, ça a été à bord de cette locomotive. Et là, je peux vous assurer que l'émotion a été relativement forte, parce que c'est vraiment le hasard qui a voulu cela. L'histoire sarregueminoise ne peut faire abstraction de son passé ferroviaire. Depuis 1865, date de l'arrivée du premier train à Sarreguemines, le développement de la ville est conditionné par ce nouveau mode de transport. Nouveau mode de transport qui fait qu'à son apogée en 1960, la gare de Sarreguemines devient la 3e gare de Lorraine et la 30e de France. La gare de Sarreguemines a été une gare étoile, c'est-à-dire qu'à partir de Sarreguemines partaient plusieurs directions
Et c'est grâce un peu aux faïenceries que cette gare a connu un premier essor. Le second essor, cette gare était une gare frontière, donc avec une activité de dédouanement, effectivement, et de passage de trains de marchandises qui étaient très nombreux à l'époque. Il y avait plus de cheminots à Sarreguemines que de faïenciers. On peut estimer que l'apogée était fixée à 1300-1350 employés. Est-ce que vous êtes heureux dans votre métier ? Moi, je suis très heureux dans mon métier et la preuve, c'est que je fais encore partie des gens qui auraient pu partir à la retraite à 50 ans, alors que moi, aujourd'hui, j'en ai 57 et j'ai encore envie de pratiquer ce métier et j'espère pendant quelques années encore.